Tout le monde et bienvenue à Loïc. On a déjà pu entendre Serge. On accueille aujourd'hui Serge Ebersold et Loïc Andrien. Alors, c'est deux amis de la maison, des membres de la grande famille Cap Droit au Vie, donc il est presque pas nécessaire de les présenter. Je vais en dire quand même quelques mots et vous me compléterez s'il y a des choses en plus que vous voulez mettre en avant dans l'expérience qui vous amène aujourd'hui. Donc, Serge Ebersold est professeur au CNAM. Il est titulaire de la chaire accessibilité. Ses travaux relient la question de l'accessibilité aux mutations de l'action publique et aux nouvelles formes de solidarité et de citoyenneté engendrées par les innovations sociales et techniques qui visent l'accessibilisation des environnements sociaux. Spécialiste de l'accessibilité donc, Loïc Andrien. Loïc, tu as été éducateur spécialisé, puis directeur d'établissement, puis tu as soutenu une thèse sur l'impact des outils et des techniques sur l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap. Et maintenant, tu es chercheur indépendant, tu multiplies les projets et tu es aussi membre fondateur du réseau H2I Handicap et Innovation Inclusive. Euh, Loïc et Serge, on a pensé à les inviter aujourd'hui et les inviter ensemble en leur proposant deux choses. Alors, premièrement, une petite carte blanche chacun parce on les connaît, on connaît la qualité de leurs travaux, on a confiance en ce qu'ils vont nous proposer. Et puis, deuxièmement, on voulait leur demander de nous livrer quelques-unes de leurs observation, analyse, dépasser la simple intuition, mais donc analyse en ce qui concerne l'approche par les droits, dont on parle souvent, donc, dont les références sont de plus en plus fréquentes et omniprésentes. Donc, on parle souvent de l'approche par les droits en faisant référence à un projet de repenser nos politiques publiques destinées aux citoyens en situation de handicap, repenser donc les politiques publiques et ou repenser même les relations d'aide et de soins en partant des droits fondamentaux des personnes avec un handicap, en partant par exemple de textes, de grands nouveaux textes de référence comme la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées. Donc, euh, approche par les droits qui a généralement une connotation un peu programmatique et en tout cas positive majoritairement. Donc c'est un projet qu'on porte aussi dans Cap Droit, mais c'est aussi quelque chose qui est vu avec un certain scepticisme par certains chercheurs et chercheuses en sciences sociales. Donc, on est ravi d'entendre la position enfin le regard de Serge et Loïc depuis leur point de vue respectif, leur expérience et leurs travaux de recherche sur les mutations. Ces deux personnes qui ont beaucoup observé comment le secteur médico-social et l'action publique s'est transformé ces dernières années. On est ravis de les entendre sur ce sujet-là. Euh, Au séminaire de 2 heures, comme d'habitude, qu'on veut interactif entre des moments où on écoute nos deux intervenants et des moments plus de discussion. On va faire une pause de 5 minutes, de pause respiration de 5 minutes au milieu pour m'aider à gérer les temps enfin, ou à distribuer le temps. Loïc et Serge, est-ce que je peux vous demander si vous avez finalement construit votre intervention en un ou deux ou trois temps différents? Est-ce que vous avez plutôt pensé à une intervention en un bloc ou est-ce que vous avez finalement divisé euh, la carte blanche et un moment de discussion plus spécifiquement sur l'approche par les droits? Alors moi plutôt une intervention en un bloc, mais qui va introduire la question de l'approche par les droits, donc qui Ok. lancera aussi les discussions sur le sujet. D'accord, merci Loïc. Et Serge? Euh, je comprends pas bien la distinction entre blocs, mais ce que j'ai prévu, c'est de présenter un propos pendant un certain temps, et puis suivi d'échanges, quoi. Je veux dire, alors, je sais pas si c'est un bloc ou deux blocs, mais Oh, après, alors, enfin, je veux dire, si il est plus judicieux que on échange au fur et à mesure, j'ai aucun inconvénient. ok, super. Eh ben, je propose, si ça vous va, je propose qu'on commence par vous, Serge. Ça va, Loïc? Et on vous écoute.
Euh, J'ai combien de temps? Une demi-heure? Vous avez une demi-heure. Ouais, d'accord. Une Ben, bonjour demi-heure, à vous tous. pouvez décider de l'intercaler de moments d'échange ou bien de lancer les échanges par la suite. Voilà. Oui, mais j'ai envie de dire que si il y a des personnes qui ont envie de réagir, ben, qu'elles réagissent, quoi. Ben, merci de m'inviter à échanger avec vous aujourd'hui autour ben, d'un texte que m'a demandé Michel Chauvière pour Tétralogique sur ben, les mutations du travail social, quoi. Et dans ce texte, j'essaie un petit peu de montrer en Mm. quoi euh, le fait qu'on n'ait pas couplé les droits à la question de l'accessibilité a conduit à une managérialisation des problèmes sociaux. C'est-à-dire, on a résumé la question de l'accessibilité, dont il est question notamment dans la Convention des Nations Unies, à celle de l'efficacité. Et on a finalement contribué, si vous voulez, à ce que à réinventer l'action publique et plus précisément l'intervention sociale autour de rationalité managériale. Euh, et j'insiste, et c'est parce qu'effectivement, ben, on s'est pas saisi de la question de l'accessibilité, alors que quand on analyse les différents textes, les, la réorganisation de l'action publique, euh, ben, la question de l'accessibilité, elle est toujours présente de manière plus ou moins explicite, mais dans les pratiques, on ne les retrouve pas. Au sens où, quand j'ai analysé le G20, quand j'analyse les conditions d'accès aux droits des adultes comme des enfants, ben, je me rends compte comment dirais-je, de ce décalage. Mais ce qui me paraît important, si vous voulez, avant de dérouler cela, c'est quand même de s'interroger sur comment en est-on à reconnaître des droits à des personnes que l'on jugeait illégitimes en la matière. C'est-à-dire que c'est quand même c'est quand même un glissement de perspective majeur que de considérer comme des sujets de droit des personnes que l'on jugeait incapables d'exercer les responsabilités liées au droit. D'autre part, c'est une inversion de perspective majeure aussi de demander à la société de s'adapter aux individus alors que depuis des siècles, voire plus, on demande aux individus de s'adapter à la société. Et c'est là, si vous voulez, qu'il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'avènement des sciences ou des approches cognitivistes. Des approches cognitivistes qui ont remis en cause l'opposition capable-incapable. C'est-à-dire que les politiques publiques telles qu'elles se sont développées tout au long du XXe siècle se sont développées en lien avec les approches rééducatives et réadaptatives qui ont remplacé l'opposition curable-incurable par l'opposition capable-incapable. Et c'est cette opposition capable-incapable euh, à laquelle on assiste fin 19e, début 20e siècle, qui a contribué à dissocier euh, déficience et incapacité et à créditer l'idée que les personnes pouvaient exercer une activité professionnelle, prétendre s'intégrer, à condition qu'elle soit réadaptée.
Or, ce que l'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est que les approches cognitivistes ont promu une perspective développementale euh, qui infère les performances individuelles aux dynamiques ou aux processus qui président au traitement de l'information, et les approches cognitivistes consacrent une perspective développementale. Une perspective développementale qui met à distance toute présomption d'inaptitude au profit des processus qui influencent positivement ou négativement les trajectoires développementales de l'individu. Et ces approches ont joué, me semble-t-il, un rôle important dans l'évolution des conceptions de l'anomalie physiologique, parce que cette perspective développementale a contribué à accréditer l'idée que l'intelligence n'était pas une caractéristique intrinsèque aux individus, mais une compétence cognitive dépendant des contextes sociaux. La déficience intellectuelle cesse, comme le montre l'INSERM, d'être appréhendée comme une entité une et indivisible euh, pour devenir un trouble du neurodéveloppement qui relie les dysfonctionnements des processus cognitifs aux possibilités développementales conférées aux personnes. Euh, on retrouve ça dès la circulaire de 89 qui demande aux établissements sociaux et médico-sociaux de ne pas mettre l'accent sur les incapacités inhérentes à la déficience, mais de mettre l'accent sur le rôle des environnements dans les difficultés que rencontrent les personnes. Alors, circulaire de 89, c'est la réforme des annexes 24. Donc, si vous voulez, cette perspective développementale, elle remet en cause la figure de l'incapable au profit de celle de l'atypique. Et d'ailleurs, la classification internationale du handicap est très intéressante, enfin du fonctionnement est très intéressante, puisqu'elle remplace la notion d'incapacité par la notion de limitation d'activité. Pourquoi le fait-elle? Parce qu'elle admet que la notion d'incapacité prend insuffisamment en compte le rôle des contextes dans les difficultés que rencontrent les personnes. Et que, on peut éprouver des difficultés dans un contexte donné et ne pas éprouver de difficultés dans un autre contexte. Et donc, elle relie, ou elle préfère utiliser la notion de limitation d'activité, parce que cela relie les difficultés que rencontrent les personnes à l'accessibilité ou l'inaccessibilité des environnements, c'est-à-dire aux obstacles ou aux faciliteurs qui permettent à la personne de réaliser une tâche. Et finalement, elle substitue à la figure de l'incapable celle de l'incomplet, qui nécessite d'être étayé dans la réalisation d'une performance en situation. Et il me semble que ces approches développementales opèrent le même travail symbolique que celui qu'ont opéré au début du XXe siècle les techniques rééducatives. C'est-à-dire que les techniques rééducatives ont disqualifié l'opposition curable-incurable euh, au profit de l'opposition capable-incapable, et les approches développementales soutenues par ou les perspectives développementales soutenues par les approches cognitivistes disqualifient la figure de l'incapable au profit d'un horizon socio-anthropologique capacitaire qui postule chez tout individu une autonomie cognitive
qui lui confère les compétences requises pour participer à égalité avec les autres à la société. Euh, et la loi, elle remet en cause l'idée même qu'il puisse y avoir des limites aux apprentissages. Par exemple, la loi pour l'école de la confiance, tout comme la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, euh, admettent toutes deux que tout individu est à même d'apprendre, que tout individu dispose de potentialités qui lui permettent d'être à égalité avec les autres, pour peu que l'environnement le lui permette. Donc, ce qui revient à dire que on a là un glissement de perspective qui interroge les conceptions de l'éducabilité et de l'inéducabilité, pardon, qui prévalaient, et qui réfère les difficultés à l'inaccessibilité des services, des environnements, des biens, etc. Euh, Cet horizon socio-anthropologique capacitaire me semble important parce que euh, il incite à faire des techniques rééducatives et de la manière dont on travaille avec les personnes une partie du problème que rencontrent les personnes. Là où les structures sociales et médico-sociales apparaissaient toujours comme une solution, elles deviennent un problème. Et c'est à ce titre-là, par exemple, que les artisans de la conception universelle de l'apprentissage préfèrent attribuer les difficultés scolaires et sociales des personnes à l'inaccessibilité des institutions pour agir sur les environnements et non pas pour compenser une difficulté. Et ce qui me semble intéressant ici, c'est d'ailleurs effectivement les travaux des tenants de la conception universelle de l'accessibilité qui disent que ce sont les institutions qui sont déficientes et pas les personnes. Il y a un glissement de perspective qui est relativement important. Le glissement de perspective, il est substantiel, me semble-t-il, parce que cela conduit à réinterpréter euh, ou associer les difficultés sociales que connaissent les individus, non pas au rapport qu'entretiennent les sociétés au corps infirme et au corps autre et différent, pour reprendre l'expression d'Henri-Jacques Sticker, mais pour les ramener à des situations individuelles, à des contextes. Donc, d'une certaine manière, on cesse de voir la question du handicap comme un problème collectif qui renverrait à la manière dont une société euh, conçoit son rapport à la différente, pour le voir comme étant la résultante d'une interaction entre des individus et des environnements. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'effectivement, s'est imposée une conception réticulaire euh, ou interactionniste plutôt, du monde social. Euh, Ce qui me paraît important à souligner là, c'est que à partir du moment où l'on reconnaît à des individus euh, des possibilités cognitives, bah, de fait, si vous voulez, on postule chez les individus des facultés les rendant dignes de pouvoir prétendre au même droit que tout un chacun. Et il y a là une inversion de perspective majeure, puisque cet horizon capacitaire, me semble-t-il, permet ou remet en cause l'idée qu'il puisse y avoir des personnes qui ne puissent pas prétendre au droit, parce que n'étant pas à même d'assumer les devoirs qui y sont liés. Et c'est à ce titre-là, me semble-t-il, que en faisant de l'autonomie cognitive une condition constitutive de l'être humain,
Le gommage anthropologique de la figure de l'incapable a contribué à renouveler les conceptions des droits sociaux nés de la société salariale. Euh, et ce renouvellement de la conception des droits sociaux s'exprime, me semble-t-il, à travers une individualisation du droit ou ce que Colette Beck appelle une démultiplication des droits individuels, qu'exprime la Convention des Nations Unies, mais que l'on retrouve aussi dans la reconnaissance du droit au RMI en 88, du droit à la formation professionnelle en 89, du droit à un logement opposable de 2000. Enfin, disons, il y a une démultiplication des droits individuels et on assiste à une individualisation du droit. Et cette individualisation du droit désire aller au-delà de l'égalité formelle promue par les textes au profit d'une égalité réelle. Égalité réelle que permet l'application circonstanciée et négociée du droit. C'est-à-dire que ce qui se joue dans l'individualisation du droit, c'est de faire en sorte que tout un chacun puisse participer avec les mêmes atouts que les autres au fonctionnement social. Et ça, c'est un des éléments clés de l'égalité inclusive dont parle notamment la Convention des Nations Unies. Alors, cette individualisation des droits a ceci de particulier qu'elle s'incarne dans des droits qui sont rattachés à la personne humaine. C'est pour ça qu'on les appelle des droits fondamentaux et rattachés à des droits à la personne humaine. euh, c'est des droits qui sont indépendants de toute référence à une citoyenneté particulière liée à une communauté politique, c'est-à-dire que c'est des droits dont les individus sont porteurs indépendamment, finalement, de toute appartenance à une communauté politique, à la différence du droit du travail, à la différence du droit de la sécurité sociale, etc., etc. C'est-à-dire que c'est des droits qui ne cherchent pas à protéger a priori, c'est des droits qui cherchent à protéger en contexte. Et c'est la manière dont on va les mettre en contexte qui vont leur permettre ou qui vont, oui, leur permettre de protéger les personnes. Et il me semble important de souligner que euh, cette individualisation du droit bat en brèche les conceptions traditionnelles de l'égalité républicaine telle que nous la connaissons en France. Dans la mesure où elle associe, comme je le disais, les individus à des porteurs individuels de droits que l'action publique doit concrétiser en les dotant de ressources et de protection personnelle. Finalement, et c'est ce que dit par exemple la, la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, hein, dans son rapport sur l'accès aux droits et aux services et lutte contre le non-recours, il s'agit de rééquilibrer la charge de la réussite vers les offreurs de droits. Donc, ce qui fait que cette individualisation du droit revient à déplacer euh, ou à rapporter l'effectivité des droits à l'accessibilité ou à l'efficacité des structures d'accompagnement, des établissements scolaires, etc. C'est-à-dire que, et la loi du 2 janvier 2002 est extrêmement intéressante, c'est que cette individualisation du droit rapportée à une offre de droit que l'on doit satisfaire, la demande aux établissements et aux services de transformer le citoyen abstrait des lois et des textes administratifs en un usager qui expérimente
au quotidien sa condition de citoyen. Et c'est à ce titre-là que la loi du 2 janvier 2002, mais toutes les politiques publiques depuis le début des années 80 demandent de mettre la personne au centre des préoccupations de l'action publique, parce qu'il s'agit effectivement de lui permettre euh, d'exercer son droit d'usager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme le montre Robert Laffort, les droits individuels sont des droits créances médiateurs. Ce sont des droits qui entendent offrir une forme de médiation qui est propice à la prévention des dysfonctionnements organisationnels et sociaux par l'intermédiaire de pratiques qui produisent un droit se plaçant au plus près des situations singulières dans lesquelles se trouvent les individus. Euh, Dire qu'il s'agit de privilégier l'égalité réelle à l'égalité formelle suppose non seulement de contextualiser les modalités euh, permettant l'effectivité des droits, mais aussi de produire du droit au quotidien, au plus près des situations que rencontrent les personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette production quotidienne du droit, ben, elle repose à l'heure actuelle sur la normativité institutionnelle forgée par les organisations euh, pour bâtir des espaces de solidarité collective, lutter contre les discriminations et les inégalités de fait. Bref, ce qui se joue à l'heure actuelle, me semble-t-il, notamment en France, mais pas que, c'est que la production du droit est déléguée aux organisations, à qui l'on demande de se saisir des inégalités et des discriminations qu'elles peuvent produire et y trouver réponse. Euh, Ce qui est intéressant d'observer, c'est euh, que ce soit les établissements scolaires, les établissements sociaux et médico-sociaux, on les identifie à des micro-sociétés, donc des espaces culturels où l'innovation ordinaire fait société. C'est-à-dire qu'on résume d'une certaine manière la société au fonctionnement des organisations. On admet que s'y inventent au quotidien les conditions qui permettent d'ajuster les principes et les pratiques au contexte et aux besoins locaux. On admet qu'au sein des organisations s'y diffusent des valeurs et des modèles de comportement que les instances régulatrices traditionnelles portées par l'État social euh, ont du mal à rendre opérationnelles. Et donc, si vous voulez, cette acception culturelle des organisations structure l'intérêt général autour de la responsabilité sociale assumée par toute personne au sein de l'organisation. Donc, si vous voulez, cette individualisation du droit revient à déléguer aux organisations, aux espaces recevant du public, aux universités, dans le cadre de leur politique d'établissement, aux établissements sociaux et médico-sociaux, dans leur cadre de leur politique, des responsabilités qui étaient jusqu'alors assumées par l'État. Euh, et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que il me semble important de prendre en considération ce qui se joue dans cette normativité institutionnelle. Parce que ben, cette normativité institutionnelle, elle va dépendre du sens que l'on va donner au droit à l'échelle de l'organisation. Par exemple, si on prend le GEVA, hein, que je me suis amusé à analyser, ben on se rend compte que le GEVA, il ne sert pas à évaluer des besoins. Le GEVA, hein, et l'évaluation des besoins,
Peut-être juste nous redire GEVA. C'est l'outil d'évaluation des besoins. Mais l'acronyme, je l'utilise tellement que j'ai oublié ce qu'il signifiait. Mais c'est l'outil d'évaluation des besoins qui est mobilisé à l'heure actuelle pour soutenir les personnes dans l'exercice de leurs droits. Et il y a un outil qui est consacré à la scolarisation, qui est le GEVASCO. Voilà, merci Loïc. C'est le guide d'évaluation des besoins. Donc, GEVA, c'est GEVA. Euh, donc, il y a le GEVASCO pour les enfants, puis il y a le GEVA pour les adultes. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le GEVA, à l'heure actuelle, évalue moins les besoins que la pertinence de la prétention au droit reconnue aux parents ou aux personnes. C'est-à-dire que l'on reconnaît aux personnes des droits, charge à l'évaluation de ce que l'on appelle les besoins, de voir si la prétention au droit que l'on reconnaît aux parents n'est pas prétentieuse. C'est-à-dire, ce que fait l'évaluation des besoins, c'est de vérifier la faisabilité de la chose. Et quand on analyse la manière, enfin les informations consignées dans les dossiers, ben, on se rend compte que l'outil, si on prend le cas de la scolarisation, doit rendre scolairement intelligible la prétention scolaire des parents. Et il s'agit de fournir au MDPH les éléments de connaissance requis pour cerner la pertinence de la demande des parents. Et il incombe à l'outil d'évaluation de faire un pronostic d'éducabilité qui va permettre à l'univers scolaire d'envisager la faisabilité et ce faisant la légitimité scolaire de l'enfant. Et ce qu'on observe, c'est que les décisions d'orientation sont vers le droit commun ben, sont d'autant moins fréquentes que l'élève nécessite des soutiens qui remettent en cause le fonctionnement scolaire. Et on oriente d'autant plus volontiers les élèves vers le secteur spécialisé qu'ils nécessitent des soutiens. Donc finalement, euh, ce qui se joue là, c'est moins l'évaluation des besoins que la mise en sens du droit que l'on reconnaît. Et c'est une mise en sens qui se joue à l'échelon de l'organisation. C'est-à-dire que ce que j'ai pu montrer dans les analyses, c'est que c'est les normes formelles et informelles des organisations qui vont déterminer la légitimité scolaire de la personne. Et finalement, plutôt que de réduire le pouvoir normatif des institutions, ça le renforce. Et c'est pour ça que j'avais proposé dans un texte de réorganiser, oui, j'avais suggéré que voilà, ça s'organise moins autour de la déficience qu'autour du niveau d'importunité de la personne. Autre dimension qui est importante en la matière, c'est que la normativité institutionnelle va largement dépendre aussi des possibilités d'appropriation des droits ou de la conscience juridique qui vont être soutenues ou qui va être soutenue par les modalités de soutien. Ça, c'est un élément qui est important puisque, si vous voulez, cette conscience juridique, elle doit conduire les personnes, que ce soit les personnes concernées ou les acteurs de l'organisation, à faire évoluer les mentalités, à faire évoluer les préjugés relatifs à la déficience ou aux facteurs sources de discrimination. Et c'est une dimension qui est importante si on prend par exemple les travaux d'Engel et Munger, hein, le droit à l'inclusion, qui montrent que finalement,
La concrétisation du droit va largement dépendre de la manière dont on va placer les personnes, on va conférer aux personnes une conscience juridique, les conditions à se les approprier et à les faire vivre au quotidien. Et cette conscience juridique, elle, elle conditionne la disposition des individus à mobiliser ces droits. Euh, Si j'insiste sur cette normativité institutionnelle et sur ces dimensions-là, c'est parce que, et c'est pour ça que dans le cadre d'OVI, il me semble important de s'interroger sur les indicateurs, parce que cela revient, hein, l'individualisation des droits couple la lutte contre les inégalités à des modes de régulation normative qui sont complémentaires aux lois, aux textes réglementaires. C'est-à-dire que la concrétisation des droits va dépendre d'un certain nombre d'outils, euh, de normes non juridiques qui sont produites par les dispositifs de gestion et de management, grâce auxquels on va pouvoir, comme je le disais, transformer le citoyen abstrait des textes en un usager. Et donc, ce qui fait que l'effectivité des droits s'organise autour d'un référentiel normatif qui associe les techniques et les outils de gestion et de management à des instruments de justice sociale. C'est pour ça que dans mon livre, là, Le temps de l'accessibilité, j'ai couplé la- l'impératif d'accessibilité ou relié l'impératif d'accessibilité à un gouvernement par les normes. Un gouvernement par les normes qui, qui s'organise autour de dispositifs de gestion, qui produisent un prisme normatif et qui permet de transformer la contrainte juridique en une catégorie managériale d'action. Hein. Euh, le droit individuel ne s'impose pas, il se légitime. Il se légitime euh, à travers la manière dont on le met en sens au sein des organisations et à la manière dont effectivement on va pouvoir générer une autodiscipline susceptible de prévenir les comportements socialement réprouvés. L'accessibilité, ça ne s'impose pas. Euh, Sinon, la loi de 2005 en la matière serait appliquée depuis longtemps. L'accessibilité, ça ne se décrète pas. Sinon, les référentiels qui existent, ils satisferaient à la diversité des usages. L'accessibilité, ça se légitime. Et donc, si vous voulez, c'est là que ce prisme normatif s'exprime dans les projets d'établissement qui doivent expliciter, d'après les textes, hein, l'idéal de management par lesquels on entend concrétiser les droits reconnus aux usagers. On doit identifier les conditions à travers lesquelles on va se saisir des inégalités et des injustices produites par les modes de fonctionnement. Ce prisme normatif, il s'organise autour de chartes qui spécifient les engagements éthiques de l'organisation. Euh, donc, on est dans une logique où on a des outils qui permettent à l'organisation ou qui conduisent l'organisation à fonder par elle-même sa légitimité, de s'auto-inventer comme des micro-sociétés. C'est les guides qui accompagnent la mise en œuvre des textes, des normes et des standards, hein. J'ai été frappé quand j'étais au Canada, en Ontario, par ces guides de bonne pratique qui commençaient souvent par un avertissement suggérant aux lecteurs de bien lire parce que sinon ça pouvait coûter très très cher. Je rappelle Oui, juste qu'il reste à peu près 15 minutes à cette heure-ci, donc si, comme ça vous savez pour le temps de finir et puis d'avoir des petits temps d'échange. oui, oui. Merci. Donc, alors, ce qui fait que
les démarches qualité, les guides de bonne pratique, les indicateurs, etc. C'est ce à travers quoi se définit collectivement les séances de la pratique, se définissent qui fait ou définissent les contours qui font euh, personnalisation des réponses. euh, et donc, si vous voulez, on est dans une logique où la standardisation des pratiques a vocation à soutenir la production du droit. Euh, donc l'individualisation du droit consacre, me semble-t-il, un droit d'accès à une offre publique. Ce droit d'accès à une offre publique demande, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas à l'heure actuelle, de tenir compte de l'inégale distribution des capacités individuelles à faire vivre ce droit et à le faire valoir au quotidien, pour placer les personnes à égalité de chance avec les autres. C'est-à-dire que cette individualisation des droits trouve son effectivité à l'heure actuelle dans une managérialisation des problèmes sociaux. Managérialisation des problèmes sociaux qui conduit à voir les difficultés que rencontrent les personnes à des effets pervers, à des dysfonctionnements, à un manque de fonction, à un manque de formation, à des erreurs managériales, comme si effectivement tout était affaire d'individus, d'organisations et que la société ne gagnait pas à être interrogée sur la manière dont elle rendait socialement signifiante la présence de personnes présentant une déficience. Euh, on considère par ailleurs que c'est les techniques et les outils de gestion, à travers les normes qu'ils explicitent, qui vont permettre de lutter contre les discriminations institutionnelles, les éléments à suivre et les points d'attention à considérer. Donc finalement, on est dans une logique, me semble-t-il, où cette conception managériale des problèmes sociaux résume les droits aux droits de l'usager. Là où les droits du citoyen sont des droits inhérents à la condition humaine, le droit dont il est question, me semble-t-il, c'est celui de l'usager qui n'existe qu'au contact d'une organisation, qu'au contact des institutions. Et ce qui fait que l'accessibilité se trouve résumée à la question de l'efficacité, ou alors à une conception procédurale. Hein, comme j'ai pu le montrer, voilà, c'est une conception procédurale de l'accessibilité qui va déterminer les formes de soutien dont ont besoin les personnes. Mais cette conception procédurale met à distance le vécu des individus. Tout se passe comme s'il n'y avait pas euh, de réalité. Il n'y a qu'à voir les outils d'évaluation, par exemple, l'outil d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, qui, par exemple, on informe les personnes de leurs droits. Et c'est tout juste s'il n'y a pas une échelle tout à fait, un peu, moyennement, etc. Mais on s'interroge absolument pas sur la manière dont on informe la personne de ses droits, si la manière dont on informe de la personne de ses droits fait sens pour la personne, si elle lui permet d'acquérir une conscience juridique, si cette manière dont on informe la personne de ses droits lui permet aux acteurs de l'organisation de voir la personne comme un sujet des droits, c'est quelque chose qui est totalement absent dans ce raisonnement-là. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, hein, l'effectivité des droits, de mon point de vue, se trouve assujettie à des formes bureaucratiques. Des formes bureaucratiques qui sont assez indifférentes aux différences de réalité, de pratique, d'usage,
et qui résume, comme je le disais, l'accessibilité à une efficacité administrative. Efficacité administrative qui fait ben, de l'effectivité des droits une source de quelque chose qui doit être réinventé au quotidien. Hein, c'est les droits vulnérables ah, euh, dont parle, Revillard. j'ai oublié son nom. Anne Revillard. Anne Revillard, merci. Hein, c'est les droits vulnérables, et c'est des droits qui doivent se réinventer et s'inventer en permanence, mais qui doivent s'inventer et se réinventer en permanence au regard de contingences organisationnelles, etc., etc., etc. Et c'est là, me semble-t-il, et je vais conclure là-dessus, que euh, il me semble essentiel de se saisir de l'accessibilité comme une forme de protection rapprochée, à travers laquelle on va collectivement euh, chercher à garantir à tout individu un droit d'accès à la citoyenneté, détenir les formes de protection nécessaires à sa sécurité et notamment sa sécurité sociale, et voir son interdépendance avec autrui pour que société se fasse. Ça me paraît extrêmement fondamental parce que penser l'accessibilité comme une forme rapprochée de protection sociale, une propriété sociale dont disposent les individus au regard, euh, enfin, parce qu'ils existent, hein, et en lien avec ces droits fondamentaux, c'est ce qui va permettre effectivement euh, d'éviter que le pouvoir normatif des organisations se trouve renforcé. Et à mon avis, à l'heure actuelle, l'augmentation des inégalités, euh, la persistance des discriminations, voire leur augmentation, la mobilisation des droits humains de manière presque incantatoire, on semble assez révélatrice. Et donc, si vous voulez, euh, tout l'enjeu est d'éviter que les possibilités d'appartenance sociale ne soient subordonnées au mode d'orchestration de l'accessibilité par les organisations. Parce que cela reviendrait d'une certaine manière à penser les individus ou l'effectivité des droits qu'au regard des normes formelles et informelles dont se dotent les organisations. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Merci Serge, grand merci. Je propose de donner tout de suite la parole à celles et ceux qui voudraient réagir ou qui ont que ce soit une réaction ou une question. Véronique. Serge, Je on vois- est là, le mouvement personne d'abord. Je suis Bonjour, tout comment à fait. vas-tu? Ça va, Comment on va tout allez-vous? Comment allez-vous tous les deux? va bien, nous. Et je suis d'accord avec toi que, que dans L'organisation, l'organisation, c'est l'organisation qui n'est pas, qui doit changer, qui n'est pas ouvert pour les personnes qui. Attends, non, je trouve le mot. le citoyen, Vanessa. Oui, que en fait, C'est c'est l'organisation qui prend toute la l'organisation qui place. prend toute la place et le citoyen n'a pas le droit de dire son avis et d'agir parce qu'il doit rester dans un cadre. Hmm. C'est-à-dire que la citoyenneté ne se résume pas au contact des organisations. On est citoyen parce que nous sommes des êtres humains et Mhm. non pas parce que nous nous rendons à un service et nous avons besoin de ce service pour faire quelque chose.
Et c'est là que, à l'heure actuelle, euh, on nous demande, enfin, oui, on nous résume, on résume nos droits au service que l'on cherche à avoir. Et on résume le travail qui est réalisé par les enseignants, les professionnels, à une prestation de service au détriment de tout le travail qui est réalisé pour que les textes de loi soient compréhensibles, pour que les démarches soit, soit émancipatoire, etc., etc. Sont pas toujours, hein. Ben oui, mais parce que on est dans une vision managériale. On résume ça à un problème de management. Oui, il y a un manque de manager, Non, un manque de de, de communication. communication, d'information et de donner le droit à se positionner. Mais que je sache, euh, les personnes concernées ne font partie d'aucun organigramme. Mhm. Heureusement. Non, ben non, Ah non. vous ne faites Non, pas. non, 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 je me trompe. Non, non, c'est-à-dire Non, que l'enjeu serait que les personnes malheureusement. concernées fassent partie de l'organigramme. Voilà. Ben oui, 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 oui. C'est-à-dire que l'on Je me suis gourée. précise euh, Droit. leur, leur place dans la division des tâches, la distribution des rôles, parce que ça permettrait de penser les niveaux de complémentarité. Or, à Mhm. l'heure actuelle, les outils utilisés en France, hein, ne le permettent absolument pas et ne s'y intéressent absolument pas, parce que on ramène ça à un problème de management. Puisque les personnes ne sont plus incapables, euh, je ne dis pas qu'il faille considérer les personnes incapables, hein, c'est pas ça. La question est de savoir comment va-t-on placer les personnes en position d'être à équivalence du pouvoir d'agir avec les autres. Et ça, c'est une préoccupation que l'on n'a pas parce qu'on ne s'interroge pas sur l'effet capacitant du travail réalisé. Oui, et comment ouvrir le champ pour informer la population d'une autre manière. C'est la Mhm. coopération. La coopération, travailler ensemble, c'est un partenariat. Jacques, tu voulais réagir aussi? Oui, j'ai Merci. Merci, vas-y. écouté parce que j'ai eu des invités entre deux. C'est que je suis d'accord avec monsieur, bon, on se connaît, c'est que je ne retiens jamais son prénom. C'est que c'est vrai, on va dire, 40, puis 40 ans, je suis créateur, créatrice et bon, j'ai vu le tutelle, le juste. C'est pareil, quand on les voit, au début, on ne sait pas quoi il fait. Les justes, il te met sur créateur. On ne sait pas ce travail du juge, disons, et on ne sait pas le travail du créateur. Bon, moi, j'ai appris depuis des années, je suis côté des années dedans, j'ai appris avec mes créateurs, c'est quoi un créateur, c'est quoi il fait. Au début, moi, les 6 premiers créateurs, bon, les 6 premiers, j'étais avec, il m'a mis de ce côté, il m'a mis, bon, il m'a fait passer des trucs, et c'est tout. Et c'est vrai, on va dire, pour nous, les gens handicapés, n'importe lequel, c'est-à-dire mental ou quoi, c'est vrai, on n'est pas enseigné beaucoup côté roi. C'est important si, bon, même quand on vote, c'est galère pour voter. Moi, je trouve un système, c'est que quand on va voter pour un président ou quoi, t'as que les papiers, t'as pas les photos. Alors, quand il sait pas aller au coin, c'est un petit peu chiant. Et c'est vrai, on va dire, quand on a, ils s'en fout on va dire, de tout ça. Bah, à un moment donné, les gens n'ont mal, on va dire, que vous, qu'on a pour qui. Bah, c'est pas intéressant pour eux. On va dire, nous on n'est pas intéressés. On va dire, bon, eux, c'est des handicapés ou quoi. On m'a dit, mon tour, n'importe quoi, hein, même pour te rouler n'importe quoi. C'est que pour eux, c'est des personnes à part. Ils n'existent pas. Et c'est ça, et ça, on vit que tout le monde, on fait que tout le monde, et on est là. Mais je crois que ce qui me paraît intéressant, il y a deux choses. L'une, c'est qu'à l'heure actuelle,
la manière dont on évalue ce que l'on appelle les besoins ne permettent pas à qui que ce soit de voir les personnes euh, comme en devenir, je vais le formuler comme ça, quoi, hein. Je veux dire, on transforme la personne déficiente en une personne dans le besoin. Et l'autre chose, me semble-t-il, c'est quand l'ONU, hein, dans l'article 10, dans le Comité des droits, dans l'article 19, parle euh, d'un droit à des dispositifs ouverts, ça signifie quoi? Dispositif, et ça signifie quoi? Ouvert. Est-ce que le dispositif, c'est la plateforme, c'est-à-dire quelque chose qui se doit d'être horizontal, mais sans pour autant se préoccuper des personnes concernées autrement que dans des usagers qui sont dans le besoin? Ou est-ce que c'est ce à travers quoi on va co-construire avec les personnes les conditions d'exercice des droits? Et c'est là qu'il y a vraiment matière à rechercher. Et c'est à ce titre-là que j'ai proposé ce projet de recherche, quoi. Mais côté travail, on va dire, côté travail, on va dire, les patrons, ils ne vont pas accepter des personnes comme nous parce que, vous dire, et quoi, on va être pas rentable. On est rentable, c'est que ça prend du temps parce qu'on a tout un cerveau très lent. Et comment on est capable de travailler avec tout le monde. Peut-être pas en secrétaire ou quoi, n'importe quoi. Avec les mains, on est capable. Mais une de mes doctorantes travaille à l'heure actuelle sur les modalités d'accès à l'emploi des personnes qui présentent un trouble autistique. Je vais encore donner la parole à Benoît et à Marion avant qu'on fasse la petite pause. Mhm. Benoît? Oui, merci, merci pour cette présentation. Moi, j'ai trouvé très éclairante. Je vais rebondir juste sur le petit débat de fin, et notamment l'échange avec Vanessa Chapelle. Si je comprends, euh, il y a le passage droit humain, tension droit humain, citoyenneté, elle est réduite, hein. L'interprétation que tu fais, c'est que les droits humains équivalent aujourd'hui à la citoyenneté, hein, ce que tu as dit en Mhm. répondant à Vanessa. Et avec euh, dans cette réduction, une place grande prise par les organisations et par les organisations dans leur dimension gestionnaire et finalement une perte de citoyenneté dans la mise en avant de ces organisations. Et je trouve que la réaction de Vanessa Chappell au mot organigramme, elle est très intéressante. Euh, les personnes concernées ne sont pas dans les organigrammes. Heureusement, vous avez dit, Vanessa, heureusement, on ne veut pas de cette gestion de ce terme d'organigramme. On ne sait pas bien ce qu'il veut dire, si ce n'est que c'est un outil de gestion, Mhm. l'organigramme, Mhm. hein. Ah, et inversement, je crois que c'est Daniel qui est avec vous, Vanessa, ou je me trompe peut-être, qui dit, non, non, ça serait bien que vous soyez dans l'organigramme. Ça serait important que vous soyez dans l'organigramme parce que si vous n'êtes pas dans l'organisation, si vous n'êtes pas dans l'outil de gestion, ça veut dire qu'on ne vous prend pas du tout en compte. Alors, il y a une tension là sur faut y aller ou non dans la gestion, hein, que je trouve est très intéressante de cette peut-être réduction, disons, déplacement des droits humains vers la citoyenneté ou inversement. Pour Bah, moi, c'est-à-dire que les droits humains ne sont pas les droits de l'usager. À l'heure actuelle, en France, hein, on résume les droits humains aux droits de l'usager, grosso modo, quoi. Et en oubliant que, hein, comme le montre l'AFOR, ce sont des droits en devenir, quoi, hein, qui ne se concrétisent qu'en contexte et qui doivent être mis au travail en permanence, quoi, hein. mise en Et, pratication, pardon, En pratique. en pratique. ouais. Mais ce qui revient à dire que l'on délègue à des jeux d'acteurs des responsabilités qui étaient jusqu'alors assumées par des instances régulatrices de l'État.
et que, il y a vraiment il est vraiment important, me semble-t-il, de penser les droits humains comme des droits en devenir qui se concrétisent aujourd'hui de manière différente qu'hier et qui se concrétiseront demain de manière différente qu'aujourd'hui parce que contextuelle, et à identifier les éléments autour desquels il est possible de se raccrocher pour réencastrer socialement les individus, quoi. Hein, je veux dire, quand je dis réencastrer socialement les individus, c'est dans une citoyenneté qui ne se résume pas au contact à une organisation, à un service, etc., quoi. Tu es dur, hein, avec ton Et mot. Et t'étais technique. Séquestré, c'est ça? Non, réencastré. Ah, réencastrer, réemboîter, si tu veux, tu Vanessa. me réabattras jamais. Bah, bien sûr que non. Mais je t'ai pas déboîté non plus. Oui. Ah non, heureusement. Bah oui. Et je me laisserai pas faire. Non, quand je dis réemboîter, c'est que un individu n'existe que socialement. Oui. C'est-à-dire qu'on existe toujours à travers les autres. Ah oui, 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 c'est normal, hein, Et ça. on a besoin des autres pour exister. Et pour grandir, et C'est pour, ça. Or, en reconnaissant que tout individu est cognitivement autonome, d'une certaine manière, on sépare l'individu du social, comme s'il y avait d'un côté des individus qui n'existeraient indépendamment de toute relation sociale, et puis des relations sociales dont l'individu ne ferait pas partie. Et c'est là, me semble-t-il, que je parle de réemboîtement, c'est-à-dire réencastrer ou réintégrer, si tu préfères, c'est mieux. dans Le les mot échanges sociaux, quoi. réintégrer est plus correct pour moi, et plus français. Merci, Vanessa. Je vais encore donner la parole à Marion et demander qu'on soit court dans les réponses pour pas renier ni sur la pause ni trop sur la deuxième partie pour Loïc. Merci. Merci, merci beaucoup. Je vais essayer de faire court et d'essayer d'être précise et de rebondir hein, sur cette notion d'encastrement ou en tout cas de qu'est-ce qui définit le social, ou en tout cas l'identité sociale d'un individu dans une société. Il me semble que dans ce débat-là, il y a la question aussi du droit social et des institutions de la protection sociale hein, qui participent à définir, alors, dans d'un certain nombre de configurations de sociétés, donc qu'on appelle société salariale ou société du travail. Mais effectivement, on est dans ce certain type de société en France où, du coup, on a certes l'État, on a certes les individus, le citoyen, mais on a aussi ces institutions qui gravitent entre ça, que sont les institutions de la protection sociale, qui est cette forme de droit spécifique qui est le droit social et qui intervient à part entière, il me semble, justement dans ces organisations. Alors, évidemment, à différents niveaux. Mais ce que je veux dire, c'est que ma question, elle serait comment vous, vous pensez justement le rôle de ce droit social ou de ces institutions de protection sociale dans justement la définition des défis qui se posent entre l'usager et le rapport au droit. C'est peut-être un peu confus, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans la sociologie de la protection sociale, je pense aux travaux de Bruno Palier, qui montre qu'effectivement la société elle est quand même divisée entre celles et ceux des travailleurs, des individus engagés dans cette société du travail qui sont couverts par des formes régulées de protection sociale et les autres qui en sont exclus. Et donc du coup, cette dualisation de la société, ça me semble peut-être le prémisse premier pour penser justement la façon dont on se pose la question du rapport au droit. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que vous, ce référentiel du droit international des droits de l'homme, il vient interroger, il vient aussi percuter ou en tout cas, comment est-ce qu'il est reçu dans la société française et quelles sont les tensions qui peuvent être observées en lien avec justement cette configuration institutionnelle et ces institutions de protection sociale qui sont là et qui viennent interférer dans le rapport État, usager, citoyen. Merci. Merci. Réponse unique de Serge Ebersold et après on fait la pause. Oui, je vais être très bref, mais ça mériterait parce que enfin,
Ça fait depuis longtemps que l'on sait que, par exemple, les systèmes de protection sociale ne protègent plus les plus vulnérables. Hein, que ce soit les assurances chômage, et que, il y a tout un enjeu à repenser, me semble-t-il, ce qui est de l'ordre de la solidarité et de la protection, à conjuguer le droit à que reconnaissent les textes et dont on a besoin, hein, et le droit de qui est celui d'être à égalité avec les autres en situation. Et c'est autour de ça que se joue à l'heure actuelle, me semble-t-il, alors peut-être moins des tensions qu'une véritable lutte quant à la définition de ce qui fait protection, quoi, hein, je veux dire. Et avec une disqualification croissante des systèmes traditionnels de protection, hein, moi j'entendais des responsables, de hauts responsables administratifs qui disaient que, qui opposaient droit et protection. Hein, je veux dire, comme si effectivement, voilà, il fallait plus protéger les individus, alors que l'enjeu, me semble-t-il, et je vais arrêter là-dessus, c'est que l'accessibilité, me semble-t-il, peut être pensée comme une solidarité dans l'action, à travers laquelle on va pouvoir travailler à l'articulation du droit A que reconnaissent les textes avec le droit d'exister à égalité avec les autres, quoi. Mais ça suppose effectivement de penser l'accessibilité, mais de se saisir de cette notion d'accessibilité, quoi, hein, de la mettre au travail et de la penser, oui, comme étant ce à travers quoi on va pouvoir concrétiser des droits en devenir et penser la citoyenneté comme une citoyenneté en devenir permanent, quoi. Merci. Merci Serge et toutes celles et ceux qui ont réagi dans les discussions.